Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette émission entièrement consacrée au deuxième tour des élections régionales. Ce soir encore, nous allons vous faire vivre ce scrutin en temps réel grâce à un dispositif exceptionnel qui témoigne de la force de notre réseau. 13 correspondants sont ce soir mobilisés dans les 13 nouvelles grandes régions. Et nous donnerons les résultats au fur et à mesure de leur officialisation, des résultats que nous analyserons avec nos politologues tout au long de cette soirée. Merci à vous qui nous suivez depuis france-tv-info.fr. Et sans plus tarder, un chiffre ce soir retient l'attention, c'est celui de l'abstention. Vous allez le voir, il est de 41,8%. Alors pour mémoire, dimanche dernier, il avait atteint les 50%. La mobilisation a été meilleure pour ce second tour. Nous en reparlerons dans un instant avec notre politologue. Et puis nous avons préparé également une carte qui présente le rapport de force. Vous allez le voir, elle va s'afficher. Un rapport de force qui semble à l'heure actuelle à peu près équilibré, vous le voyez, entre la droite et la gauche. Aucune région au Front National, à noter la Normandie où le résultat est encore très serré. C'est très difficile évidemment de donner un résultat définitif en Normandie et nous le vivrons ensemble tout à l'heure avec notre correspondante sur place. Mais auparavant, installez-vous bien confortablement. Je vous emmène faire un vaste tour de France et nous partons dans le sud, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ici, dimanche dernier, Marion Maréchal Le Pen est arrivée largement en tête. La députée du Vaucluse a récolté plus du double du suffrage de son grand-père en 2010. L'ancien ministre et maire de Nice, Christian Estrosi, pour les Républicains, lui, est arrivé deuxième. Quant au candidat socialiste, arrivé troisième, suivant les consignes de son parti, Christophe Castaner a retiré sa liste. Résultat, il y avait en PACA un duel droite Front National et il semble que la droite l'ait emporté. C'est la question que je pose à vous, Claire Lacroix. Vous êtes en direct de Marseille. Claire, où en est-on à l'heure actuelle ? 54,8% pour Christian Estrosi, 45,2% pour Marion Maréchal Le Pen. Les estimations s'affinent et en PACA, on le constate, le report des voix de gauche a fonctionné. Pourtant, ça n'était pas gagné. Dimanche dernier, on a senti beaucoup de réticence à la fois du côté des militants et de certains élus. Il faut dire que le désistement du tête de liste socialiste, Christophe Castaner, arrivé troisième, va avoir de lourdes conséquences. Il prive la gauche de tout représentant au Conseil régional pendant 6 ans. Les socialistes qu'on entend ce soir considèrent que c'est grâce à eux que le Front National a perdu ce soir, c'est grâce à leur sacrifice. Ce mot revient souvent. Ils n'ont pas gagné, mais ils gardent la tête haute. Du côté des Républicains, c'est bien sûr le soulagement, la satisfaction. Avec plus de 54% des suffrages, Christian Estrosi affiche une victoire implacable. Depuis son quartier général à Nice, il a chaleureusement remercié les électeurs de gauche et a promis, ce sont ses termes, de ne pas trahir leur idéal républicain. Enfin, au Front National, c'est la douche froide. Les militants croyaient fermement en la victoire de Marion Maréchal Le Pen. Ils sont très déçus. Pour ces régionales, ils rêvaient d'un grand coup, d'une revanche par rapport au départemental de mars dernier, où le Var et le Vaucluse, 2 départements, leur avaient échappé. Ils ont perdu ce soir, mais auront tout de même un grand nombre de représentants. D'après mes calculs, ils seront 46 conseillers régionaux Front National contre 77 pour la droite. Bravo Claire, pour les calculs, c'est jamais facile à la proportionnelle. On vous retrouvera dans la troisième partie de cette émission. Alors Éric Ciotti, député Les Républicains, est intervenu et il a mis en cause le Parti Socialiste. On l'écoute. Moi je le dis avec force, je suis plus que jamais un homme de droite et attaché aux valeurs de la droite républicaine. Et c'est comme cela que nous regagnerons les électeurs qui nous ont quittés, il faut bien le dire, pour le Front National. Je dis à ces électeurs qui font fausse route, s'ils veulent l'alternance, s'ils veulent que les socialistes quittent définitivement le pouvoir, il faut qu'ils se rassemblent derrière les Républicains. C'est le seul parti qui porte l'espérance de l'alternance. Voilà, déclaration donc d'Éric Ciotti, député Les Républicains. Je vous emmène cette fois-ci dans une autre région qui est scrutée de très près depuis ces élections, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ici, Marine Le Pen a fait un score historique la semaine dernière, dimanche dernier. Se posait la question de savoir si le Front National pouvait remporter la région. La gauche, divisée avec Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint de Marty Lebris, n'est pas parvenu à mobiliser. Arrivé troisième, eh bien la liste de gauche a été retirée à la demande du premier secrétaire
secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis pour faire barrage au Front National. Et la droite avec Xavier Bertrand, ancien ministre du Travail, était arrivé en deuxième position. Il se jouait donc un duel Front National, les Républicains. Où en est-on? Frédéric Hainaut, vous êtes en direct de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Marine Le Pen n'a pas réussi son pari. Je vous propose de vous donner quelques résultats qui nous parviennent ville par ville. Alors, donnons d'abord ceux qui sont favorables à Marine Le Pen. Au Crotoy, par exemple, en Picardie, elle a rassemblé 57% des suffrages. Mais si, dans sa mairie, une mairie FN, celle de Steve Briouat, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, mais dans la plupart des villes, dans la plupart des résultats, des duels qui nous parviennent, eh bien, c'est Xavier Bertrand qui s'impose largement avec des scores quasi plébiscitaires dans des villes traditionnellement de droite, comme au Touquet, 75%, à Arras, presque 70%. Mais aussi, c'est plus surprenant, à Villeneuve d'Ascq, dans la métropole lilloise, une ville qui est dirigée par un maire de gauche, il arrive à 77% des suffrages. Frédéric, Marine Le Pen a finalement perdu son pari en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Oui, absolument. Marine Le Pen était en position de l'emporter dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Les sondages ne cessaient de le prédire. Elle a donc perdu son pari. Ce soir, elle relativise, elle salue le résultat, 42,3% des votes tout de même. Les élus Front National, note-t-elle justement, seront la seule opposition à la droite, emmenée par Xavier Bertrand. Il pourrait être, selon les premiers calculs, 53 sur 170 dans la nouvelle Assemblée. Le Front National poursuit donc son ascension. Commencé aux élections départementales de mars dernier, le parti avait fait une poussée dans les 5 départements de notre nouvelle grande région. Pour n'en citer qu'un, le Pas-de-Calais, 12 élus sur 62. Le Pas-de-Calais, c'est là qu'on trouve la commune d'Hénin-Beaumont, qui est l'un des laboratoires du Front National. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Marine Le Pen parle moins d'immigration que de chômage, car Hénin-Beaumont, c'est une commune moyenne de 25 000 habitants au cœur du bassin minier, durement touché par la désindustrialisation. Également, il faut le noter, c'est une ville où la gauche s'est décrédibilisée. L'ancien maire Gérard d'Allongeville a été condamné et envoyé en prison suite à de nombreuses malversations. Hénin-Beaumont, enfin, c'est là qu'un homme a convaincu Marine Le Pen qu'il y avait une carte à jouer sur la crise économique. C'est Steve Briouat, un militant de la première heure, candidat dès l'âge de 23 ans. Il a fini par gagner les élections municipales en mars 2014 et ce, dès le premier tour. Alors depuis 1 an et demi, on peut dire qu'il gère la ville sans faire de vagues. Certains journalistes disent tout de même recevoir des messages en rafale sur leur téléphone portable quand ils disent des choses qui ne plaisent pas à Steve Briouat. Et puis certains élus d'opposition disent eux recevoir des noms d'oiseaux en conseil municipal. Marine Le Pen ce soir a promis que l'opposition régionale serait, je cite, constructive mais aussi exigeante. Merci Frédéric, une ambiance sympathique. Allez, on poursuit notre tour des grandes régions et on part dans la région Pays de la Loire. Alors ici, eh bien, la liste du nom de la droite et du centre emmenée par le sénateur Bruno Retailleau est arrivée en tête la semaine dernière. La droite a devancé de près de 8 points la liste du Rassemblement de la gauche de Christophe Clergeau. Ce dernier a toutefois annoncé la fusion de sa liste cette semaine avec celle d'Europe Écologie Les Verts, malgré le projet Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport qui fait débat. Et là encore, la vraie surprise, ça a été le score du Front National avec Pascal Gana qui pourrait bien obtenir entre 17 et 18 élus. Alors, les jeux restaient ouverts. Éléonore Duplay, vous êtes en direct de Nantes. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-là ? Eh bien, dans les Pays de la Loire, pour l'instant, d'après les estimations, c'est la droite qui arrive en tête, la droite traditionnelle, celle de Bruno Retailleau, avec 42,3% des voix pour l'instant. La liste socialiste, elle obtiendrait 37,1%. Quant au FN, il serait à 20,6%. C'est moins qu'au premier tour. La mobilisation très forte ne profite donc pas à l'extrême droite. Une mobilisation presque 7,5 points au-dessus de celle de la semaine dernière. Éléonore, Bruno Retailleau sera donc le nouveau président de la région. Qui est-il ? Eh bien, Bruno Retailleau, c'est d'abord un homme très aguerri, sénateur, président au Sénat du groupe Les Républicains. On le donne comme ministrable éventuel si la droite remportait la présidentielle en 2017. Cet automne, il avait réussi le tour de force de réunir autour de lui, sur la même photo, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Mais sa carrière a commencé au Puy du Fou, en Vendée, lorsque Philippe de Villiers a choisi de le former, de l'installer en politique. Des racines souverainistes dont il se coupe en 2009, après que son
son mentor se soit opposé à sa nomination comme secrétaire d'État. Parlons maintenant un petit peu de son programme. Bruno Retailleau n'entend pas quitter son fauteuil de sénateur. Il veut donc cumuler les mandats. Il veut mener aussi de grands projets d'infrastructure, un pont sur la Loire, de nouveaux axes routiers et même, si cela dépend de l'État, faire évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bruno Retailleau veut aussi dégraisser la région, réaliser 45 millions d'euros d'économies les 2 premières années. Enfin, même s'il annonce qu'il maintiendra les aides à la contraception, par exemple, le 6e sur sa liste est l'actuel président de Sens Commun, mouvement issu de la Manif pour tous. Merci Éléonore pour ces précisions, merci à vous. Continuons notre tour des régions, nous partons cette fois-ci en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Alors la liste du Front National emmenée par le compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, avait obtenu un score impressionnant la semaine dernière et avait caracolé en tête, mais il n'avait pas de report de voix. La socialiste Carole Delga a réalisé un score modeste. L'ex-secrétaire d'État a toutefois joué cette semaine le rassemblement avec Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Elle pourrait donc l'emporter. À droite, c'est le politologue Dominique Régnier qui a fini 3e, fidèle à la ligne de son parti. Il a rejeté toute idée de fusion. Alors, en toute logique, les socialistes doivent maintenir et garder cette région. Pierre-Jean Frison, vous êtes en direct de Toulouse ce soir. Est-ce le cas ? Et oui, Grégoire, Carole Delga a réussi son pari. Elle a réussi à garder cette région, cette nouvelle grande région à gauche. Carole Delga qui obtient un peu plus de 44% des suffrages selon les premières estimations. Loin, très loin, même devant Louis Alliot qui franchit difficilement la barre des 33%. Dominique Régnier, quant à lui, obtient 21,6%. Alors Carole Delga a réussi son pari, c'est vrai, dans 2 régions très ancrées à gauche. Elles étaient déjà socialistes avant ce vote. Elle devrait d'ailleurs faire le grand chelem dans les 8 départements de Midi-Pyrénées. Elle fait un tout petit peu moins bien en Languedoc-Roussillon, mais c'est largement suffisant pour s'imposer ce soir. Pierre-Jean, au fond, qui est Carole Delga ? C'est vrai que Carole Delga a un déficit de notoriété et ce, malgré sa présence pendant plus d'1 année au sein du gouvernement, au secrétariat au commerce et à l'artisanat. C'était entre 2014 et 2015. C'est aussi une petite jeune en politique, puisqu'elle s'est engagée il y a simplement une quinzaine d'années en politique. Elle a 44 ans. C'est donc une jeunesse dorée qu'elle a connue, serait-on tenté de dire, tant son parcours est fulgurant. 2004, donc elle rejoint le PS. 2008, elle est élue maire de Martres-Tolosane, sa commune de Haute-Garonne. En 2010, elle est élue au Conseil régional de Midi-Pyrénées. En 2012, elle est députée pour la Haute-Garonne. 2014, elle rentre donc au gouvernement et elle sera donc présidente de cette grande région d'ici quelques jours. En 11 ans d'engagement politique, Carole Delga n'a jamais perdu une élection. Je pense que ça va intéresser certains ténors socialistes. Alors Pierre-Jean, justement, je vous propose d'écouter Carole Delga. Elle a réagi. On l'écoute. Ce soir, une nouvelle région est née. Le peuple du Sud a fait le choix clair de rester fidèle à ses valeurs, à son histoire. Oui, par leur vote, nos concitoyens ont décidé que notre belle région, désormais grande comme un pays, devrait rester ouverte, généreuse, solidaire. Et ce vote est d'autant plus fort 1 mois, jour pour jour, après les terribles attentats de Paris. Je pense que bien sûr, au niveau national, il est important de dire qu'aucune région n'est entre les mains du Front National. Nous avons décidé ce soir, tous ensemble, d'emprunter la voie que j'ai tracée il y a de ça 6 mois, dès le début de ma campagne. Une campagne digne, une campagne responsable, qui n'a pas cédé aux petites phrases. Une campagne où j'ai voulu parler du fond, d'un développement partagé pour tous et partout sur tous les territoires. Celle de la République, celle de l'unité de la République. Voilà pour la déclaration donc de Carole Delga à Toulouse. Je vous emmène cette fois-ci en Bretagne. Suivez-moi ici, vous le savez, à gauche, c'est Jean-Yves Le Drian qui est candidat, le ministre de la Défense, qui n'a d'ailleurs pas fait campagne compte tenu de son poste au ministère. Les Républicains, eux, avec Marc Le Fur, sont arrivés 2e. Et la grande nouveauté du scrutin la semaine dernière en Bretagne, eh bien, c'est le score de l'extrême droite. Jusque-là, la région résistait pas mal au Front National. Et la liste conduite par Gilles Penel est arrivée en 3e position. Alors, sans grande surprise, Jean-Yves Le Drian l'emporte dans cette région. Stéphanie Labrousse, vous êtes à Rennes, vous nous le confirmez?
Eh bien oui, je vous confirme, Grégoire, que Jean-Yves Le Drian, le socialiste, est le grand vainqueur de ces élections régionales en Bretagne. Au premier tour dimanche dernier, il était celui qui avait placé au plus haut une liste de gauche. Eh bien, il confirme ce soir sa forte avance sur les autres candidats avec un score estimé à 51,3%, loin donc devant la liste d'Union de la droite et du centre, emmenée par le député des Côtes-d'Armor, Marc Le Fur, qui obtiendrait 29,5%. Troisième de cette triangulaire bretonne, le Front National, qui obtiendrait 19,2% des suffrages. Alors, ce grand vainqueur, Jean-Yves Le Drian, remporte ainsi sa troisième élection régionale consécutive, lui qui a fait basculer à gauche la région Bretagne en 2004. Le Drian, ministre de la Défense, l'un des ministres les plus populaires du gouvernement, et cela a sans doute joué en sa faveur, mais il est aussi un breton de souche, un homme politique et très connu ici en Bretagne pour ses victoires aux élections régionales, parce qu'il a présidé déjà la région Bretagne, mais aussi parce qu'il a été député du Morbihan et maire de Lorient. Ce soir, Jean-Yves Le Drian a déclaré cette victoire et celle du rassemblement et de la confiance, elle nous oblige à en être dignes. Notez qu'il restera ministre de la Défense aussi longtemps que le président de la République le jugera nécessaire. Pour ses adversaires de la liste d'Union de la droite et du centre, déception forcément. Marc Le Fur espérait mobiliser les abstentionnistes du premier tour, reprendre cette région perdue il y a 11 ans. Quant au Front National, satisfaction de la tête de liste, Gilles Pénel, qui confirme par ses résultats que le FN est bien dans une logique de progression dans notre région Bretagne. Il vient d'affirmer ce soir, si le FN rentre au Conseil régional de Bretagne avec 12 conseillers régionaux, ce sera historique. Historique en effet, car la dernière fois que le Front National est rentré dans l'hémicycle régional, c'était en 98 avec 7 postes de conseillers régionaux. Merci Stéphanie pour votre analyse. Poursuivons notre Tour de France. Nous allons plus au sud, en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, le candidat des Républicains, est arrivé en tête, largement en tête d'ailleurs la semaine dernière, mais sans grande réserve de voix. Il y avait ici une triangulaire entre le Front National, le parti donc des Républicains, mais également le Parti Socialiste avec Jean-Jacques Kerran qui est arrivé en troisième position, mais avec une réserve de voix plus importante. Il a fusionné d'ailleurs sa liste cette semaine avec Europe Écologie Les Verts. Alors, la droite est arrivé en tête, mais la gauche disposait d'une réserve de voix importante. Où en est-on? Émilie Rousseau, vous êtes en direct de Lyon. Bonsoir Émilie. Bonsoir Grégoire. Alors oui, vous l'avez dit, Laurent Wauquiez est toujours en tête de 4 points. Alors ce ne sont que des estimations et on attend toujours le résultat des grandes agglomérations. Mais c'est quand même un écart important et il sera difficile pour Jean-Jacques Kerran de le rattraper. Jean-Jacques Kerran qui a d'ailleurs reconnu sa défaite devant ses militants. Digne, il a affirmé que la mobilisation de la gauche n'avait pas suffi, que Laurent Wauquiez devait sa victoire au FN. Laurent Wauquiez, lui, justement, célèbre déjà sa victoire. L'ambiance est à la fête. Dans son QG, il a déjà annoncé sa première mesure, baisser les indemnités des élus. Laurent Wauquiez, le champion des Républicains, numéro 3 du parti, chantre de la droite décomplexée. Il n'a d'ailleurs pas hésité dans l'entre-deux tours à tendre la main aux électeurs du Front National. Sa campagne a tourné autour de thèmes tels que l'identité nationale, l'assistanat et l'immigration. Un candidat jeune qui a tout juste 40 ans, qui symbolise la nouvelle génération. Il était benjamin de l'Assemblée nationale en 2004 quand il y est rentré. Maire du Puy-en-Velay, il a eu une ascension politique fulgurante. Porte-parole du gouvernement Fillon en 2007, ministre en 2012. Ses opposants lui prêtent d'ailleurs des intentions présidentielles. Le mandat régional ne serait qu'un tremplin dans sa carrière, une étape à 1 an des primaires de la droite. Merci Émilie pour ce portrait. Alors je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Jacques Kerran, candidat socialiste donc malheureux en Auvergne-Rhône-Alpes, suivi de la réaction de Jean-François Debat, le maire socialiste de Bourg-en-Bresse. On les écoute. La mobilisation des électrices et des électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste que je conduis n'a pas suffi. Le candidat de la droite a recherché en permanence les voix de l'extrême droite. Il doit sa victoire ce soir au Front National. Nous devons nous préparer à nous opposer à tous les reculs, tant sociaux que culturels, que la droite extrême tentera d'imposer. Restons fiers de ce que nous avons réalisé dans nos 2 régions, Auvergne et Rhône-Alpes, pour assurer de bonnes conditions d'études et de formation pour nos jeunes, pour soutenir l'emploi et l'activité des entreprises,
pour être à l'avant-garde de la transition écologique qui vient de connaître un incontestable élan avec le succès de la conférence de Paris. Ce soir, nous sommes battus notamment par un report du Front National sur Laurent Wauquiez. C'est une des seules régions de France dans lesquelles ce phénomène est constaté. Nous faisons un score plus qu'honorable. La gauche dans cette région a été battue ce soir. Elle n'est pas abattue, elle n'est pas détruite. Finalement, Laurent Wauquiez tire un peu les dividendes de son extrémisme, de sa droitisation. Et c'est quelque chose que je note et qui est très regrettable, pour ne pas dire plus. Nous sommes Voilà pour les réactions. Je vous emmène dans le nord-est. Nous partons cette fois-ci en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Ici, Florian Philippot, vice-président du Front National, a pulvérisé les meilleurs sondages de fin de campagne la semaine dernière. Sa liste a obtenu 10 points d'avance sur celle de l'Union de la droite et du centre, emmenée par Philippe Richert. Le socialiste Jean-Pierre Masseret a lui terminé 3e. Le Parti socialiste lui a demandé de retirer sa liste pour faire barrage au Front National. Jean-Pierre Masseret a refusé. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a alors demandé à voter pour le candidat de droite. Florian Philippot pouvait-il remporter la région? Francine Dubail, vous êtes en direct de Strasbourg. Qu'en est-il à cette heure-ci? Alors oui, sur le papier, il pouvait évidemment remporter cette élection, mais ce soir, il en est tout autre. La droite et le centre décrochent la région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. Philippe Richert sera sans doute donc le président de la future grande région. L'élection aura lieu, vous savez, le 4 janvier. Les scores sont sans appel. Le candidat de la droite et du centre, Philippe Richert, enregistre ce soir 48% sur la région, avec des scores importants par endroit, 52% par exemple dans le Haut-Rhin. Alors c'est vrai que sur le papier, le Front National était le mieux placé. Il était arrivé, je vous le rappelle, en tête dans 9 départements sur 10. Eh bien au final, le candidat des Républicains et du centre l'emporte. Philippe Richert, le président sortant de l'Alsace, sans doute a bénéficié de reports de voix de la gauche, mais il a également réussi à convaincre les abstentionnistes. On note ici ce soir un taux de participation record, 58%, c'est 10 points de plus que la semaine dernière. Alors de son côté, Florian Philippot totalise ce soir 37% des suffrages. Il perd 10 points par rapport à la semaine dernière, mais ce soir il est en tête dans certains départements avec des scores quand même importants. 40% par exemple en Meuse, 42% en Haute-Marne, mais ce soir beaucoup regardent le score du président sortant de la Lorraine, Jean-Pierre Masseret, le divers gauche, 16%. Il fait quasiment la même chose que dimanche dernier. Ici, le candidat divers gauche, largement distancé au premier tour, avait choisi de se maintenir malgré les injonctions nationales. Il avait engagé, vous le savez, un véritable bras de fer. Eh bien, ce soir, il jubile, il est tout sourire. Il y aura bien des élus de gauche au sein du nouveau conseil régional. Mais on assiste ici à une situation assez inédite, puisque certains candidats socialistes sont donc élus ce soir, élus contre leur gré. Près de la moitié des colistiers avaient pris position entre les deux tours pour le retrait de la liste menée par leur chef de file. Alors ce soir, que vont faire ces frondeurs? On ne sait encore pas. Certains socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne siégeront pas. C'est le cas par exemple de Thibaut Villemain en Meuse. D'autres attendent l'arbitrage des instances nationales du PS. C'est le cas par exemple d'Anne Pernelle-Richardot, l'adjointe au maire de Strasbourg, qui avait pris justement la tête de cette fronde anti-Masseret. Oui, Francine, on en saura un peu plus dans quelques heures, voire quelques jours. Merci à vous. Suivez-moi cette fois-ci, je vous emmène en Ile-de-France, où le sort de la région à gauche depuis 1998 était loin d'être scellé, normalement. Pourquoi? Parce que les résultats étaient très serrés entre la candidate de droite, l'ancienne ministre Valérie Pécresse, et le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui était arrivé en 2e position la semaine dernière. Alors, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, c'est la question que je pose à Emmanuel Tixier. Vous êtes en direct de Paris, Emmanuel. Oui, bonsoir Grégoire. Les estimations de notre partenaire Ipsos nous sont parvenues il y a quelques minutes. Valérie Pécresse et sa liste d'union de la droite et du centre arriverait en tête de ce second tour. Valérie Pécresse obtiendrait 44% des suffrages, ce qui la placerait très légèrement devant la liste d'union de la gauche emmenée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui obtiendrait lui 41,8% des suffrages. La liste Front National emmenée par Vallerand de Saint-Just obtiendrait quant à elle 14,2% des voix selon notre partenaire Ipsos, ce qui serait
synonyme d'un très net recul par rapport au premier tour, ce que l'on pourrait interpréter également par un vote utile en faveur de Valérie Pécresse dans l'entre-deux tours. Je vous rappelle que la liste du Front National, Rassemblement Bleu Marine, avait rassemblé plus de 18% des suffrages lors du premier tour dimanche dernier. Emmanuel, c'est quand même un score à prendre avec beaucoup de prudence. Oui, cette différence de 2,2 points est encore dans la marge d'erreur. Dans les QG de Valérie Pécresse et Claude Barthelone, on s'apprête à passer une longue soirée. C'est le vote parisien dont on connaîtra les résultats très tard qui devrait être la clé de ce scrutin ce soir. Merci à vous, Emmanuel. À tout à l'heure. Voilà les résultats que nous analysons, que nous tentons de décrypter avec Fabienne Simon, politologue en duplex de Paris, qui nous suit toute cette soirée. Fabienne, merci d'être avec nous. Est-ce que la stratégie du Parti socialiste visant à demander aux candidats de gauche de partir, on pense au Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou en région PACA, a fonctionné selon vous ? Alors, elle a fonctionné en tout cas dans un sens, hein. C'est qu'elle a permis, ce qui était l'objectif de Manuel Valls et de l'ensemble des responsables du Parti socialiste, d'éviter qu'une région ne soit gagnée par le Front National. Elle a fonctionné également sur un point important, c'est les reports de voix. C'est-à-dire que clairement, les électeurs de gauche, aussi bien en Nord-Pas-de-Calais, Picardie qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, se sont effectivement massivement remportés sur Xavier Bertrand et sur Christian Estrosi. Et manifestement, au-delà de ces deux régions finalement très atypiques dans lesquelles il y avait des duels, c'est vrai que ces appels à la mobilisation ont manifestement aussi motivé les électeurs de gauche à se rendre aux urnes dans l'ensemble des régions françaises. Fabienne pour ces précisions. Nous continuons notre grand tour des régions de France. Nous partons en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Pas de grande surprise dans cette région. Le candidat socialiste Alain Rousset était bien parti pour remporter un 4e mandat consécutif à la tête de cette nouvelle région élargie à 12 départements. Il a fusionné sa liste avec Europe Écologie Les Verts. Le président sortant devançait dimanche dernier largement la tête de liste des Républicains, Virginie Calmels, première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Et comme ailleurs en France, le Front National avait fait une percée fulgurante. Alors, le socialiste Alain Rousset semble l'avoir emporté. Louis Roussel, vous êtes en direct de Bordeaux. Oui, Alain Rousset remporte cette élection régionale ici en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. À 7 heures, il est en tête dans 11 des 12 départements de la grande région. C'est dire s'il améliore son score du premier tour. Il fait plus 14 points à 44,1% des votes ce soir. Virginie Calmels, la candidate de l'Union des Républicains, UDI Modem, elle améliore son score de 7 points à 34,2%. Et le Front National consolide le nombre de ses électeurs à 21,7%. Les deux principaux candidats se sont exprimés. Alain Rousset a parlé d'un grand moment d'émotion en l'an 1 de cette nouvelle région après cette victoire. Donc ce soir, cette large victoire pour la gauche. Virginie Calmels a, elle, regretté le conservatisme des électeurs du Parti socialiste, la colère des électeurs du Front National qui ne se sont pas reportés sur sa candidature lors de ce second tour. Le Front National qui plafonne, mais qui ce soir totalise donc plus de 20% des électeurs. Lui, en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, comme partout ailleurs en France, les électeurs ont été nombreux à se déplacer. Et oui, plus 7% de participation, une participation qui s'élève à 57,5%. Forte mobilisation en faveur d'Alain Rousset qui a recueilli autour de sa personne les votes des électeurs d'Europe Écologie Les Verts avec qui il avait fusionné, les votes des électeurs du Front de Gauche, mais il a aussi également mobilisé les abstentionnistes ce soir, Alain Rousset. Et c'est donc une large victoire, la victoire que lui promettaient les sondages lors du début de cette campagne pour les élections régionales. Merci Louis pour ces précisions. On vous retrouvera là encore tout à l'heure pour plus d'informations. Merci à vous. Continuons notre grand tour de France. Suivez-moi, nous partons en Centre-Val de Loire. Ici, la liste du Front National conduite par le député européen Philippe Loiseau était arrivée en tête dimanche dernier en réalisant un score inédit. À droite, la liste Les Républicains UDI conduite par Philippe Vigier était arrivée en 2e position mais avec peu de réserve de voix. Et la liste du candidat socialiste François Bonneau est arrivée 3e, mais avec des réserves de voix plus importantes. Il avait d'ailleurs annoncé la fusion de sa liste cette semaine avec Europe Écologie Les Verts. Alors la gauche qui gérait cette région depuis 1998 était menacée. Où en est-on? Arnaud Moreau, vous êtes en direct d'Orléans.
Eh bien, ce qu'on peut vous dire, Grégoire, ce soir, c'est que, selon toute vraisemblance, c'est bien François Bonneau qui a réussi à garder la région à gauche, malgré donc bien des sondages plutôt défavorables il y a quelques semaines. Son score serait de 35,5% des voix. La liste de droite et du centre emmenée par Philippe Vigier arrive juste derrière avec 34,3% des voix. Et enfin, la liste du Front National emmenée par Philippe Loiseau obtiendrait près de 30% des voix. Rappelons que François Bonneau a récupéré la présidence de la région en 2007, laissé à l'époque par Michel Sapin. Il a été élu en 2010. Et puis, vous l'avez dit, donc, pour ce premier tour des régionales 2015, il a pu compter sur les voix d'Europe Écologie Les Verts, avec qui il a fusionné. Il a aussi pu compter sur les voix du Front de gauche, notamment Nicolas Sansu, qui n'avait pas récolté les 5% nécessaires à la fusion, mais qui a porté son soutien à François Bonneau. Il semblerait qu'aujourd'hui, ces reports aient payé, puisque donc à droite, en revanche, on n'en avait pas, à part les maigres reports des voix de Debout la France. Mais vraisemblablement, ce sont ces reports qui ont permis à François Bonneau, Grégoire, d'être aujourd'hui élu donc, et de maintenir cette région à gauche. Arnaud, ce que l'on retient en Centre-Val de Loire, c'est la défaite de la droite ce soir. Oui, tout à fait. Alors, juste un mot sur le Front National. Pour Philippe Loiseau, c'est une performance, parce que même s'il ne gagne pas, il double son score de 2010. En revanche, je vous l'avez dit, pour la droite, c'est une vraie gifle. Pourquoi ? Parce que la droite avait voulu faire de la région centre un modèle. C'était une des 3 régions en France où l'UDI et les Républicains s'étaient alliés. Une petite anecdote au passage, sachez que Philippe Vigier a reçu la visite de 4 présidentiables, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Alain Juppé. Eh bien, malgré ce soutien, ça n'a pas suffi. Philippe Vigier arrive légèrement en retrait. Alors, eh bien, il va falloir, du côté de la droite, se poser des questions et réfléchir à cette après-élection. Et cette alliance, visiblement, n'a pas convaincu les électeurs. Merci Arnaud, à tout à l'heure. Je vous emmène cette fois-ci en Bourgogne-Franche-Comté, l'une des élections les plus serrées de France, avec une victoire du Front National conduite par Sophie Montel, qui n'était pas inenvisageable dans cette région. La candidate frantiste avait creusé l'écart avec François Sauvadet, chef de file UDI républicain, arrivé en 2e position, et face à la socialiste Marie-Guite Dufay. Le Front National avait donc la possibilité de remporter la région, mais c'est raté. Lilian Mulet, vous êtes en direct de Dijon, vous nous le confirmez ? Oui, je vous le confirme, le dépouillement n'est pas complètement terminé. On n'a pas en tout cas 100% des votants. Mais pour l'instant, les chiffres, c'est 34% pour Marie-Guite Dufay. C'est très serré, vous le disiez, 33,5% pour François Sauvadet, la tête de liste UDI, les Républicains, devant Sophie Montel, la tête de liste du Front National, avec 32,5%. Si ça se confirme, et la suite du dépouillement est en train de le confirmer, François Sauvadet d'ailleurs à l'instant dans une déclaration vient d'admettre sa défaite, eh bien c'est un incroyable retournement de situation dans cette région. Dans la coulisse, clairement, pour la droite, cette région était considérée comme imperdable au printemps dernier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une lutte entre les Républicains et l'UDI pour avoir la tête de liste, entre Alain Joyandet, qui était candidat pour l'UMP à l'époque en Franche-Comté en 2010, et puis François Sauvadet, qui lui était la tête de liste UDI en Bourgogne en 2010. C'est François Sauvadet qui l'a emporté dans l'arbitrage entre UDI et les Républicains. C'était une des 3 régions dans lesquelles l'UDI était allié avec les Républicains. Ça a d'ailleurs été très compliqué de faire les listes ensuite. Il y a eu des arbitrages entre l'UDI, les Républicains, et puis à l'intérieur des Républicains, parce qu'il va bien falloir en parler, entre ceux qui soutiennent Alain Juppé et ceux qui soutiennent Alain Sarkozy. En tout état de cause, Marie-Guite Dufay était derrière dans les sondages depuis le printemps dernier. Elle a toujours été derrière dans les sondages, mais elle a fait sa campagne, et ce que peu de gens avaient vu, c'est qu'elle faisait sa campagne en se préparant dès le début à une alliance avec le Parti communiste et avec Europe Écologie Les Verts. Il faut signaler que le positionnement de Marie-Guite Dufay au Parti socialiste est plus proche de celui de Martine Aubry que par exemple celui de François Patriat, qui était le président sortant socialiste de Bourgogne, qui lui est un ancien strauss-cahnien. Voilà pour le positionnement. Et puis bien sûr, il y a eu les attentats, on en a beaucoup parlé, le Front National est monté. La droite est restée complètement scotchée parce qu'elle faisait une campagne nationale. Elle a été bloquée par la hausse de l'image de François Hollande dans les sondages. Et puis, Marie-Guite Dufay, elle est montée dans les tout derniers sondages. On l'a vu arriver tout près de François Sauvadet. Les résultats du premier tour l'ont confirmé. Et donc, il y avait match, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la première tranche. Les réserves et une très forte hausse de la participation ont poussé Marie-Guite Dufay de peu devant François Sauvadet, avec un appareil socialiste qui a donné son maximum dans cet entre-deux tours. Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll sont venus ici. Cécile Duflot, l'ancienne ministre écologiste, a appelé à voter Marie-Guite Dufay. Et puis François Rebsamen, le maire de Dijon, a mis tout son poids et tout l'appareil socialiste de l'agglomération dijonnaise, qui est la plus grande agglomération de cette nouvelle région, dans la bataille.
bataille pour cette victoire de Marie-Guilde Dufay qui semble maintenant se confirmer. Elle était la seule femme présidente de région sortante. Elle sera, je crois, une des 2 femmes présidentes de région dans le nouvel échiquier. Merci Lilian pour ces précisions. Alors je vous propose justement d'écouter Sophie Montel. La candidate frontiste s'est exprimée il y a quelques minutes et elle a mis en cause Manuel Valls. Nous sommes arrivés très largement en tête au soir du premier tour la semaine dernière, mais nous avons eu dans cet entre-deux tours affaire à une véritable campagne de haine à l'encontre du Front National, avec un Premier ministre particulièrement hystérique qui préfère combattre le Front National plutôt que de résoudre le problème du fondamentalisme islamiste en France ou de réduire tout simplement la courbe du chômage et d'infléchir les chiffres du chômage. Visiblement, voilà, la peur a tout de même fonctionné, même si en Bourgogne-Franche-Comté, je le note, je le redis, nous avons très bien résisté, les électeurs nous sont restés fidèles, ce qui démontre bien que le vote Front National n'est plus un vote de contestation, mais réellement un vote d'ancrage. Voilà pour la réaction de Sophie Montel. Place au décryptage avec vous, Fabienne Simon, notre politologue en duplex de Paris. Fabienne, avec cette élection, le Front National crée quand même un véritable maillage avec des élus partout, des élus qui seront rémunérés et qui permettra au parti d'avoir les moyens de s'imposer un peu plus. Oui, tout à fait. C'est vraiment effectivement un moyen important, on va dire, de préparer la suite et puis de s'ancrer encore un petit peu plus dans les territoires. Il y a un point, je crois, qui n'a pas été mentionné ce soir et qui est intéressant de souligner quand même à l'égard du Front National, c'est que quand on observe les reports de voix entre le premier et le second tour, eh bien on constate que 10% des électeurs du Front National du premier tour ont porté leur choix au second tour sur une liste de la droite dans une sorte de réflexe de vote utile, avec des guillemets bien entendu. C'est différent selon les régions, mais on voit bien par exemple que le reflux du score de Valrand-Saint-Just en Île-de-France entre le premier et le second tour s'explique précisément par le fait qu'une partie de ses électeurs a préféré porter ses suffrages sur Valérie Pécresse. Merci Fabienne pour ces précisions. Suivez-moi, je vous emmène cette fois-ci en Normandie où 2239, eh bien c'était la différence de voix enregistrée entre la liste des Républicains menée par l'ancien ministre Hervé Morin et celle du député européen frontiste Nicolas Bay la semaine dernière, en situation difficile pour ce second tour avec peu de réserve de voix. Hervé Morin avait terminé premier dimanche dernier, mais très près du candidat Front National. À gauche, la liste conduite par Nicolas Maillard-Rossignol, le président sortant du Conseil régional de Haute-Normandie, avait fini troisième. Il a annoncé cette semaine la fusion de sa liste avec Europe Écologie Les Verts. Alors ici, eh bien, les réserves de voix des candidats de droite et d'extrême droite semblaient a priori moins importantes que celles de la gauche. Alexandra Huctin, vous êtes en direct de Caen et vous avez des résultats définitifs à nous communiquer. Et oui, des résultats définitifs qui viennent tout juste de nous parvenir après une valse hésitation qui aura duré donc près de 3 heures. Après la fermeture des bureaux de vote, c'est donc Hervé Morin, candidat de la droite, qui est élu ce soir, le premier président de la région Normandie réunifiée. Il est élu avec 36,43% des voix, tout juste derrière, vous le voyez, Nicolas Maillard-Rossignol, le jeune Fabiusien, est avec 36,08% des voix. Deuxième ce soir. Le suspense aura duré longtemps. L'un et l'autre se sont chevauchés pendant de longues heures. C'était un véritable match et c'est comme un but marqué dans les arrêts de jeu. Donc pour les vainqueurs ce soir, la Normandie n'est ni tout à fait rose ni tout à fait bleue. Elle est violette, nous signalait tout à l'heure un internaute. Et c'est maintenant certainement ce qui va se jouer dans la répartition des sièges. En tous les cas, la droite est majoritaire avec 54 sièges, 27 sièges dans la future Assemblée régionale pour la gauche, 21 sièges pour le Front National qui enregistre un score historique avec 27,5% des voix. Hervé Morin est donc président de la région Normandie. Il avait promis aux Normands cette semaine de démissionner de son poste de député en cas de victoire. Merci Alexandra pour ces résultats définitifs. Alors je vous le disais, cette élection se joue également sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, plus que jamais, de nombreuses personnalités ont utilisé les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix et pour essayer de protester contre le Front National. Christelle Chabert, justement, a recueilli toutes ces réactions. C'est la revue du web, elle est donc signée. Christelle Chabert, Marie Perrin et Sébastien Meunier. Cette mode des selfies dans les isoloirs, Plantu l'avait déjà croqué en 2014. Son dessin est ressorti pour ces élections, mais semble toujours autant d'actualité. Parmi les people qui tweetent, on retrouve le facétieux Cyril Hanouna.
L'animateur a lancé un appel à aller voter qui a été très suivi vu le nombre de selfies qui sont sortis avec son hashtag This is the vote. Cet engouement de ses fans vers les isoloirs a été résumé en un tour de crayon par Deluxe sur le site du Huffington Post. Plus sérieux, l'ancien auteur pour les Guignols de l'info Bruno Gassio évoque son ras-le-bol de voter pour éviter le pire. Non au FN, c'est pas un programme, écrit-il. En Ile-de-France, le choix ne me convient pas, il a donc voté blanc. Enfin, Didier porte de son côté ironie sur cette mode des people qui tweetent pour dire « j'ai voté » mais sans préciser pour qui, regrette avec ses mots l'humoriste. Restons enfin dans l'humour avec ce hashtag Place Région dans un titre de film créé spécialement pour ce scrutin. Nos préférés, Maman, j'ai raté la région, Le silence des régions ou encore La région, la brute et le truand. Pour ce dernier, reste à trouver à quelle région il va s'appliquer. Voilà pour la revue du web que nous retrouverons dans la troisième partie de cette émission. Je vous propose ce soir de retourner en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, une région scrutée de très près. Vous le savez, la semaine dernière, Marine Le Pen, la présidente du Parti Socialiste, avait obtenu plus de 40% des voix. La gauche était divisée avec Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint de Martine Aubry. La liste de gauche avait été retirée à la demande du premier secrétaire du Parti Socialiste afin de faire barrage au Front National. Et la droite, avec Xavier Bertrand, ancien ministre du Travail dans le gouvernement Fillon, était arrivé deuxième. Alors, où en est-on ce soir? Et je vous propose de faire le point avec vous. Frédéric Hainaut, vous êtes en direct de Lille. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-là? Eh bien écoutez, déjà, nous avons quelques résultats. Ils nous parviennent ville par ville, au compte-gouttes. Alors, nous avons reçu ceux de Roubaix et Tourcoing qui ont basculé à droite lors des dernières élections municipales. Xavier Bertrand est très largement vainqueur. 75,88 à Roubaix, 67,9 à Tourcoing. À Creil, 70%, à Compiègne, 71%. À Calais, il faut le noter, où Marine Le Pen parlait très directement aux électeurs désespérés par la présence du gigantesque bidonville appelé la jungle. 6000 migrants au plus fort de la crise. Elle frôlait 50% au premier tour. Eh bien, au second tour, ce soir, elle s'effondre. 44,87% des suffrages. On vous retrouvera dans la troisième partie pour des précisions supplémentaires sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je vous propose un détour à nouveau par la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région là encore scrutée de très près. Marion Maréchal Le Pen avait eu un score très important la semaine dernière. Face à elle, le candidat de droite était Christian Estrosi, le maire de Nice. Alors, où en est-on? Avez-vous des résultats définitifs? Question que je pose à Claire Lacroix, en direct de Marseille. Claire. Non, Grégoire, je ne dispose toujours pas de résultats définitifs. Il s'agit toujours d'une estimation. Pour Christian Estrosi, on table sur une nette victoire avec 54,8% des suffrages. Alors, le report des voix de gauche a bien fonctionné en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à l'heure, Christian Estrosi, depuis son quartier général à Nice, a chaleureusement remercié les électeurs de gauche. Il a également promis de ne pas trahir leur idéal républicain. Ce soir, est-ce l'ivresse de la victoire? En tout cas, on sent le futur président de la région PACA prêt à faire des concessions, ouvert au dialogue. En milieu de semaine, il a évoqué la création d'un conseil territorial qui intégrerait des socialistes. À ce propos, il rencontrera demain le président socialiste sortant Michel Vauzel pour définir les contours de cette toute nouvelle instance. Comment fonctionnera-t-elle? Quel sera son pouvoir? Les élus socialistes semblent apprécier la main tendue, mais on sent quand même une certaine amertume chez eux. Certains regrettent de ne pas avoir livré bataille pour ce second tour et disent clairement ne rien attendre de Christian Estrosi. Merci Claire. On a fait le tour des 12 régions. Il en manque une, la Corse, avec des résultats qui sont connus un peu plus tard, mais ils commencent à peu près à apparaître. Alors la Corse, rapidement, n'est pas une région classique puisqu'elle dispose d'un statut particulier. Elle dispose de pouvoirs plus étendus qui s'organisent autour de deux instances, l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse. Aujourd'hui se jouait donc en Corse une quadrangulaire avec le Front National, le nationaliste Gilles Simeoni, le maire de Bastia, le divers gauche Paul Giacobbi et le candidat de la droite réunie José Rossi. Eh bien, vous le voyez avec moi, vous voyez que le candidat du Front National a eu 9,2%. À noter que la semaine dernière, avec un peu plus de 10% des suffrages, le FN était largement inférieur au score enregistré sur le continent. Vous voyez que Georges Simeoni, lui, est arrivé en tête sur la quadrangulaire, vous le voyez sur votre écran, suivi donc des autres candidats. Voyez le résultat de cette assemblée territoriale avec donc une dominante de Rose ce soir donc en Corse. Voilà ce que l'on pouvait dire sur toutes ces régions. On a fait
fait, ça y est, le tour des 13 régions. J'en profite juste pour vous indiquer une petite information avec un montant. Quels sont les montants des indemnités des conseillers régionaux? Eh bien, ils sont calculés selon un barème prenant en compte la population de chaque région. Les indemnités d'un conseiller régional d'une région à 2 à 3 millions d'habitants, c'est 2 280 € bruts par mois. Pour un conseiller régional d'une région de 1 à 2 millions d'habitants, c'est 1 900 € bruts par mois. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Sachez que vous retrouvez toutes ces informations sur le site france-tv-info.fr. La rédaction web de France Télé est mobilisée. Moi, je vous donne rendez-vous à 22h15 pour une troisième partie avec encore plus d'analyses de résultats. Merci à tous, à tout à l'heure.